Bonjour à tous. Alors, l'anémie chez un nouveau-né, c'est un vrai défi. Imaginez, un bébé à peine arrivé, qui est tout pâle, ça pourrait être le premier signe. Et là, il faut savoir réagir. Et surtout, réagir vite. C'est crucial. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble toute la démarche à suivre, de A à Z. Cette pâleur, c'est vraiment le premier signal d'alarme. On suspecte tout de suite une anémie. Mais face à un patient aussi petit, aussi fragile, la grande question c'est par où on commence? Quel est le tout premier test, le premier indice qui va nous mettre sur la bonne voie dans ce qui ressemble parfois à un vrai labyrinthe? Et justement, dans cette sorte d'enquête médicale, tout commence avec un seul et unique indice. C'est lui qui va nous dire si le corps du bébé est en train de se battre correctement ou pas. Cet indice clé, c'est le taux de réticulocytes. Pour faire simple, on peut les voir comme des bébés globules rouges. Leur présence nous dit si la fabrique de sang du bébé, c'est-à-dire sa moelle osseuse, tourne à plein régime pour compenser la perte. C'est vraiment le premier aiguillage qui nous oriente vers deux chemins du diagnostic complètement différents. Et voici la carte qui va nous guider. Cet organigramme, c'est l'outil qui structure toute la réflexion. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais ne vous inquiétez pas, on va le suivre ensemble, pas à pas, pour bien en comprendre toute la logique. On arrive donc à notre première grande bifurcation. D'un côté, un taux de réticulocytes élevé. Ça veut dire que la moelle osseuse est en hyperactivité. Elle produit, elle se démène. C'est ce qu'on appelle une anémie régénérative. Et de l'autre, un taux bas, eh bien là, la fabrique est quasi à l'arrêt. C'est une anémie arégénérative. Deux situations et donc deux stratégies de recherche totalement différentes. Bon, maintenant qu'on a nos deux grandes pistes, il est temps de jouer les détectives et d'explorer chacune d'entre elles pour traquer la cause exacte de cette anémie. Alors, premier cas de figure, la fabrique produit, mais les globules rouges disparaissent trop vite. La question c'est pourquoi? C'est le test de Coombs qui va nous le dire. S'il est positif, ça veut dire que le système immunitaire du bébé attaque ses propres globules rouges, souvent à cause d'une incompatibilité de groupe sanguin avec sa mère. Si le test est négatif, la cause est ailleurs. Il faut chercher du côté d'une hémorragie, d'une infection ou même d'un défaut génétique des globules. Et maintenant, l'autre scénario, la moelle osseuse est paresseuse, elle ne produit pas assez. Là, on va chercher soit du côté de maladies génétiques rares qui bloquent la production, soit une cause extérieure. Et bien souvent, le coupable est une infection. Le parvovirus B19, par exemple, est connu pour pouvoir littéralement mettre la moelle osseuse en pause. Ok, on a une idée de la cause. Mais maintenant, la question qui tue se pose. La décision qui peut tout changer. Faut-il transfuser? Et si oui, à quel moment exactement? Transfuser un nouveau-né, ce n'est jamais une décision qu'on prend à la légère. Tout repose sur des seuils très précis qui dépendent de la situation. L'âge du bébé, son poids, s'il a besoin d'aide pour respirer, c'est vraiment du cas par cas. Regardons ça de plus près. Pour les plus fragiles, par exemple un grand prématuré sous respirateur pendant sa première semaine de vie, on ne prend absolument aucun risque. Si son taux d'hémoglobine tombe sous la barre des 11 grammes par décilitre, c'est la transfusion pour être sûr que tous ses organes reçoivent assez d'oxygène. Mais attention, ce seuil n'est pas gravé dans le marbre. Pour un prématuré un peu plus grand, qui est stable, ou pour un bébé né à terme en soins intensifs, on peut se permettre de tolérer un taux un peu plus bas. Là, la limite est plutôt autour de 8 grammes par décilitre. Et enfin, pour un bébé né à terme qui va bien, mais dont l'anémie ne se corrige pas toute seule, on peut attendre que le taux descende jusqu'à 7 grammes par décilitre. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le chiffre n'est qu'un guide. La décision finale se base toujours sur l'état clinique du bébé, comment il respire, s'il mange bien, son tonus. C'est l'enfant qu'on traite, pas le chiffre. D'accord, savoir quand transfuser, c'est une chose. Savoir comment le faire correctement et en toute sécurité, c'en est une autre. Alors, voyons maintenant les aspects très pratiques de la transfusion. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. La première étape, c'est de calculer la dose parfaite. Si on en met trop peu, la transfusion ne sert à rien. Si on en met trop, on risque de surcharger le petit cœur du bébé. C'est un équilibre très délicat à trouver. Heureusement, pour trouver cet équilibre, il y a une formule. Elle a l'air simple comme ça, mais elle est redoutablement efficace. En gros, on calcule la différence entre l'hémoglobine qu'on veut atteindre et celle de départ, on multiplie ce chiffre par 3, puis par le poids du bébé en kilos. Allez, un petit cas pratique pour que ce soit bien clair. On a un bébé de 4 kg avec une hémoglobine à 7. L'objectif, c'est de remonter à 12. Bon, 12 moins 7, ça fait 5. On multiplie par 3, ça fait 15. Et on multiplie par le poids, 4 kg. 15 fois 4, ça fait 60. Voilà, il faudra transfuser 60 ml de sang. C'est précis et c'est adapté à chaque enfant. Évidemment, on ne peut pas transfuser n'importe quel sang. Il y a des règles de compatibilité très strictes. Dans l'idéal, le sang qu'on donne doit être compatible à la fois avec celui du bébé et celui de la mère. Et puis, il y a le cas de l'urgence absolue. Quand on a le temps de rien vérifier, là, il n'y a qu'une seule option, le joker, le sang universel, le O négatif.
Pour résumer, la prise en charge de l'anémie du nouveau-né, c'est une véritable enquête. Tout part d'un indice, le taux de réticulocytes, qui nous mène à une cause et enfin à une décision de traitement ultra précise. Mais le travail n'est jamais vraiment fini. La vraie question qui reste, c'est comment peut-on continuer à améliorer nos pratiques, à standardiser nos approches, pour que chaque décision soit la meilleure possible pour chaque bébé. C'est le défi permanent de la médecine néonatale.